Pour faire un comme ça, il en faut deux. Une et deux. On tortille pour entrer comme ça, chaque côté. Et tu la frises quoi. Bienvenue à Tahiti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 avril, midi. Nous sommes sur l'île de Bora Bora. Il est minuit, heure de Paris. Alors, Bora Bora, c'est la plus belle île du monde, selon certains. C'est en tout cas l'un des plus beaux lagons du monde. C'est l'une des perles de la Polynésie française, un des lieux de destination les plus touristiques de toute la région. Notre voyage en Polynésie se poursuit avec un rythme assez effréné. Nous étions avant-hier dans l'île de Raiatea où nous avons visité une ferme qui fait de la permaculture, où nous avons également eu une réunion avec une dizaine d'adhérents et de sympathisants de l'UPR dans l'île de Raiatea. Petite vidéo a été prise par ailleurs où nous montrons notamment le grand site du Marae de Taputapuatea, qui est le plus grand centre de la civilisation polynésienne, qui se trouve dans l'île de Raiatea. Et puis nous sommes arrivés donc hier à Bora Bora pour une petite halte, à vrai dire un peu touristique, c'est bien naturel. Et le hasard a voulu que dans l'avion à Raiatea, pour faire un saut de puce à l'aéroport de Raiatea, j'ai rencontré le leader indépendantiste Oscar Temaru, qui a été président du territoire de Polynésie française avant de céder la majorité à l'actuel président Édouard Fritsch. Alors, on a échangé, c'est lui d'ailleurs qui m'a reconnu, qui est venu me voir, et il se trouve qu'il allait à Bora Bora, donc hier soir j'ai passé une heure avec lui, un peu plus d'une heure, à discuter, à confronter les points de vue sur sa vision des choses et puis sur la nôtre. En réalité, c'était un entretien assez cordial. Ce qui est notable d'ailleurs, c'est de souligner que s'il y a un mouvement indépendantiste qui se développe, c'est un mouvement qui est d'abord et avant tout fondé sur la lutte contre les passe-droits, la corruption qui s'est développée dans ce pays au cours des décennies écoulées. Passe-droit et corruption que l'on voit d'ailleurs un petit peu dans une île comme Bora Bora. Il se trouve que j'étais venu ici lorsque j'étais étudiant, donc il y a un tiers de siècle, et depuis lors l'île reste toujours très belle bien entendu, mais quand même il y a de plus en plus de constructions, notamment beaucoup d'hôtels qui ont été construits, qui se fondent un petit peu dans la nature, mais pas toujours, et qui ont apporté un afflux de population venue travailler comme dans les hôtels, mais aussi de la montée de la criminalité, et puis des hôtels et des constructions qui ont été construites parfois sans aucun permis de construire. De telle sorte que finalement, le problème qui se pose à la Polynésie, et là comme souvent ailleurs, c'est que l'État, la République française, n'est finalement pas assez présente pour faire respecter un certain nombre de lois, et notamment pour faire respecter une certaine éthique ou tout simplement un code de l'urbanisme, exiger que le code de l'urbanisme soit suivi par le territoire de Polynésie. On a appris ces jours-ci que l'affaire Skripal est en train de partir un petit peu en quenouille, puisque désormais, après la fille, c'est le père qui s'est d'un seul coup réveillé, ressuscité des morts, et qui maintenant, semble-t-il, va bien. Toute cette affaire est absolument incroyable quand on y réfléchit. Elle donne encore plus de crédit à ce que j'avais dit à l'entretien que j'avais donné à Russia Today Television, à RTTV, lorsque j'avais dit qu'il y avait un doute même sur l'existence, sur la réalité même du fait. Je me permets de signaler que personne, aucun observateur extérieur, aucun journaliste n'a jamais vu l'agent double russe et sa fille depuis que cette affaire a éclaté. Donc on ne sait même pas si c'est exact qu'il a été empoisonné et on ne sait même pas si c'est exact qu'il a subi un agent toxique innervant. En attendant, si les armes chimiques russes sont efficaces comme ça, ce ne sont plus des armes, c'est une plaisanterie. Normalement, des armes chimiques militaires, il aurait dû y avoir
comment dirais-je, l'agent russe aurait dû mourir dans les minutes qui avaient suivi l'inhalation de ces produits, sa fille également, et également toutes les personnes qui se seraient approchées. On l'a vu lorsque Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, a fait éliminer par les services secrets nord-coréens son demi-frère à l'aéroport de Kuala Lumpur. Vous avez vu cette vidéo où on voit certainement des femmes qui étaient probablement liées aux services secrets nord-coréens et qui sont allées appliquer un morceau de tissu avec un agent neurotoxique qui s'appelle VX sur la bouche du demi-frère de Kim Jong-un, comme on le voit dans ces images pathétiques. En fait, le demi-frère est mort dans les 15 à 20 minutes qui ont suivi. Là, au bout de comment dirais-je, d'un mois, on voit qu'il paraît que l'agent en question se porte désormais bien et sa fille aussi. En attendant, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on a failli déjà, il y a eu 160, je crois, diplomates expulsés des pays occidentaux, 4 par la France, des diplomates russes, pour une affaire où il n'y a même pas de mort et où on ne sait même pas ce qui s'est passé et où, selon un spécialiste britannique, il n'y a même pas de certitude quant à l'origine du produit utilisé. C'est sur la base de ces événements que nous sommes lancés dans une aventure qui est en train de risquer de nous entraîner vers un conflit avec la Russie, vers une guerre mondiale. Je suis désolé de le dire dans un cadre aussi enchanteur que celui où je suis en ce moment, mais il y a vraiment une extrême gravité. Et je voudrais que celles et tous ceux qui m'écoutent essaient d'avertir leurs amis, leurs familles, leurs collègues de bureau de ne surtout plus écouter les grands médias qui leur donnent de la pourriture intellectuelle, des mensonges avérés, et qu'ils commencent à se renseigner sur tous les médias alternatifs pour avoir un autre son de cloche sur ce qui est en train d'arriver. Parce que ce qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on avait appelé en 1914 le bourrage de crâne, c'est ce qui a mené à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire sur la base d'informations qui étaient constamment agressives contre l'Allemagne, c'était d'ailleurs pareil en Allemagne contre la France, on a abouti au désastre et à la boucherie que tout le monde connaît, qui a été la Première Guerre mondiale. Donc nous demandons à toutes celles et à tous ceux qui font confiance à l'UPR de continuer à regarder nos informations, nos analyses, d'autres aussi bien entendu. Il y a quand même un certain nombre de consciences morales, d'analystes politiques qui se sont manifestés, y compris d'ailleurs un bon article qui a été publié dans le journal Le Figaro il y a quelques jours, qui démontait en fait cette opération. Il y a péril en la demeure. J'en profite pour souligner une dernière fois, l'Europe, c'est la guerre. L'Europe, ça n'est pas la paix. Notre appartenance à l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Nous devons sortir au plus vite de l'Union européenne et de l'OTAN. Sinon, tout ceci risquera de se terminer un jour très, très, très mal pour l'ensemble de l'humanité. C'est Fareaito, plateforme des guerriers, d'où les archers s'entraînaient, comme ce qu'on a vu à Moorea. C'est ici. Là, c'est un petit marais. Et sinon, on va arriver au grand marais de Taputapuatea, qui est le centre même de la culture polynésienne, ou centre du triangle polynésien, dont les 3 pointes, je le rappelle, sont les îles Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande au sud-ouest, Aotearoa, le pays du long nuage blanc, et l'île de Pâques, Rapa Nui, qui est au sud-est. Voilà, c'est au centre, on est un peu au barycentre ici, dans l'île de Raiatea, avec le marais de Taputapuatea qu'on va voir dans un instant. Au marais de Taputapuatea, c'est le centre de la civilisation polynésienne. Donc ça mérite quand même qu'on s'y incline. Marais, ça veut dire rei, ça veut dire la pensée. Ma, en polynésien, c'est noble. C'est la noble pensée, la pensée noble. En fait, c'était une espèce de centre cultuel et culturel. On voit des pierres dressées qui sont des pierres dociles sur lesquelles certains Harry, c'était les nobles, s'appuyaient. Au fond, on voit un mur avec des pierres qui pèsent parfois 4 tonnes de basalte ou de corail. Et c'est sur ce mur que se tenaient les principaux prêtres ou Harry. On voit également quelques pierres dressées plus importantes. Sur certaines d'entre elles devaient avoir lieu des sacrifices humains. Il n'y en avait pas sans arrêt, c'était pas comme dans le Mexique des Aztèques, mais il y avait quand même des sacrifices humains
auquel, par exemple, le capitaine Cook a assisté. Et dans le récit de voyage du capitaine Cook, il y a une gravure justement qui représente un sacrifice. Les victimes humaines étaient d'ailleurs placées sur une espèce d'estrade en bois, de présentoir en bois sur lequel ils étaient installés. Voilà. Et auparavant, avant la partie en dallage de pierre basaltique, il y avait une partie avec un pharet, une espèce de maison dans laquelle il y avait des effigies du dieu, notamment du dieu Oro, qui est le dieu qui avait pris la préséance au XVIIIe siècle, notamment ici à Raiatea, et ça s'était étendu dans les îles sous le vent et jusqu'à Tahiti, qui était une espèce de dieu qui avait supplanté les autres. C'est contre ce dieu Oro, qui exigeait des sacrifices humains d'ailleurs, que les missionnaires britanniques de la London Missionary Society, la société missionnaire de Londres, se sont battus, si l'on peut dire. Ils se sont installés en 1797, ces missionnaires, et le triomphe du christianisme a eu lieu en décembre 1815, lorsque les missionnaires ont réussi à montrer que finalement le dieu Oro n'arrivait pas à protéger les populations, comme il aurait dû le faire selon les rites magiques ancestraux. Cette société missionnaire de Londres, la London Missionary Society, société protestante, a donné son nom d'ailleurs à ce qu'on a appelé les îles de la Société, c'est-à-dire là où nous sommes, c'est-à-dire les îles du Vent, Tahiti, Moorea, et les îles sous le vent, Huaïné, que l'on voit tout à fait au fond d'ailleurs là-bas, l'île de Huaïné. Ici, Raiatea et Taha, et puis au-delà, en allant vers l'ouest, Bora Bora, Maupiti, et l'atoll de Mopelia, ainsi que l'atoll de Tupai. Vous y serez le premier mai. Paris, on est pas Ah oui, loin. on y sera, nous on arrive. On est à 3/4 d'heure On de la gare arrive du Nord. le 21 avril en France. Ah oui, Ça fait 6 mois ils sont ici. On fait ça pour d'arbres fruitiers. Ouais, il y en a tellement. Je fais de la passion aussi. Ouais. On a coupé comme ils ont. Ça, c'est le haut bruit. Super beau. Voilà. merci. Vous essayez de l'amélioration, le croisement de plants particulièrement bons. Non, disons qu'on fait pas mal de sélection de graines pour avoir des bons plants. Par exemple, sur le papayer notamment, on sélectionne, on se fournit auprès de gars qui ont des... Franchement, les papayes. Ouais, ça c'est de la papaye solo. Et du coup, ça, on fait très attention à ça, à la qualité des graines et des plants qu'on sélectionne. Après, non, ça, on laisse ça à ceux qui font de la recherche. Nous, on est vraiment une ferme de production avant tout, avec quelques volets un peu de recherche, hein, parce qu'on a certains programmes, par exemple, là, on a eu des financements pour développer, par exemple, de l'intégration de compost et de charbon dans les sols, parce que ça donne un niveau rendement, par exemple. On travaille en collaboration aussi avec la DAG, la Direction de l'Agriculture locale. Donc on a une petite partie recherche. Mais sinon, on est axé production. C'est notre but. Donc, le but, c'est de montrer que ça marche. Si on ne montre pas que ça marche, personne ne changera de pratique si on ne montre pas que c'est viable et qu'on peut produire. Et vous en êtes où alors dans votre projet? Ça avance. Ouais. Doucement. Mais Terrain, ça y est, c'est bon? Jérôme m'avait dit, il y a ce grand terrain de je sais pas combien d'hectares là, mais c'est que de la montagne. Ah, ça c'était sur Tahiti. Ouais. Non, là on est dans ici. Ah, avec toi, Ouais, ça va? on regarde un peu les terrains. C'est bien. On manque de projets comme ça. C'est pour. Piment style piment Caraïbe. Alors on fait deux piments, un piment globe, un petit piment globe là qui. Comme ça, oui, c'est comme on trouve. Qui est comme ça là. Oui. Et celui-là il arrache. Oui. Et après on fait aussi Oiseaux, les piments oiseaux, les piments longs qui Ah sont oui. un peu plus style jalapeños, là, les piments Oui. mexicains. Oui, oui. Et après on fait du piment végétarien qui pique pas lui. Ah oui, Et celui-là il est super.
Alors en Guyane où j'étais il y a quelques semaines, ils font comme ça de la purée de piment végétarien comme ils disent. Ouais. C'est merveilleux, c'est exactement le goût du piment sauf que ça pique pas du tout. Eh ben, moi, ce qui m'inquiète quand je mange ça, c'est que la première bouchée, tu as l'impression qu'il va te brûler la Ouais. bouche. Et puis finalement, ça passe, ouais, c'est superbe. En tout cas c'est une de leurs meilleures ventes. Hein. Ils font de la transformation. Ouais. Donc, on fait notre compost sur exploitation, c'est-à-dire que tout ce qui est herbes de désherbage, etc., tout ce qu'on récupère des champs, on le retransforme ici en le mélangeant avec du bois broyé, avec des déjections animales. On utilise pas mal de crottin de cheval par exemple. On va rajouter du poisson qu'on récupère localement avec les déchets de poisson avec les pêcheurs pour une source d'azote, etc. On mélange tout ça avec des dosages toujours réguliers de manière à obtenir en bout de chaîne un produit qu'on appelle le compost. On va aller voir là-bas. Donc en bout de chaîne, on a un produit comme ça, quoi. Après 2 mois. Donc c'est un produit, ça sent la forêt, quoi. Ah oui, sol de... Ah oui, c'est formidable, c'est un illustre. Et donc ça, c'est la base de notre agriculture. C'est la base de l'agriculture, de l'agroécologie, de l'agriculture régénérative. On remet ça dans le sol en grande quantité. Et donc ça permet d'augmenter les taux de matière organique dans les sols, chose qu'on a perdu en Europe, par exemple, avec des années et des années de conventionnel. Donc c'est vraiment l'or noir, quoi. C'est la base de la production. Et après, avec ça, donc, on va l'apporter soit aux fruitiers, soit directement dans les champs, on l'intègre aux plates-bandes de culture sur du légume. Et donc ce produit-là, il a une composition ce qu'on appelle NPK, c'est l'azote, le phosphore, etc. Et après, on va corriger suivant les besoins nutritionnels de chaque plante. Corriger comment? Alors, on rajoute des engrais qu'on fabrique nous localement. Par exemple, si ça manque d'un peu d'azote, on va utiliser des jus de poisson. On fait en bas. Alors, on va pas aller visiter ça parce que. Ah oui, on nous a prévenu. Mais Il y a un plat qui s'appelle le fafarou. Le C'est fafarou. pire que le fafarou. Ah bon? Oula, on nous a déjà dit grand bien du fafarou. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment ça qu'on utilise en masse. Tous les mois, on en sort 2-3 tonnes. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, là on est typiquement sur ce qu'on développe en ce moment, c'est-à-dire des îlots de maraîchage au milieu de zones, des parcelles de vergers. Et en fait, on développe ça comme ça parce que d'une part, ça nous permet d'avoir de la diversité au sein des parcelles de maraîchage et d'isoler les différentes parcelles avec des barrières de verger, un peu comme des haies. Et du coup, on a beaucoup moins de problèmes de parasites, de prédateurs de culture, parce qu'ils sont vraiment inféodés à cet îlot-là et ils ne vont pas aller sur l'îlot qui est plus loin, avec ces barrières. Les insectes, ils fonctionnent beaucoup avec à l'odorat, enfin avec des phéromones. Et du coup, si tu mets des barrières naturelles entre des zones, ils ne vont pas tellement se déplacer. Donc après, les fruitiers, on a en maraîchage, on a une quinzaine d'espèces sur lesquelles on travaille. En fruitier, on est pareil sur 15-20 espèces différentes. Et là, on voit essentiellement à première vue qu'on a pas mal de bananiers. Oui. Mais en fait, au sein des bananiers qui sont des cultures assez jeunes, un bananier, ça fait 8-10 mois avant de bien pousser, de commencer à donner un régime. Donc nous, on va intégrer petit à petit des fruitiers qui mettent beaucoup plus longtemps. Là, on a par exemple un pamplemoussier qui est là-dedans. Tous les 10 mètres, en fait, il va y avoir un arbre qui va être un peu plus grand. Là-bas, au fond, tu vois un manguier qui est là-bas. Oui. Donc ces manguiers, c'est les mêmes qui proviennent. Oui. C'est pareil, ce que tu as vu là-bas, on les plante. Et puis au fur et à mesure, ces arbres-là vont grandir. Un manguier, ça devient très grand. Immense, oui. Mais du coup, ça va faire beaucoup d'ombre pour tout ce qui est plus petit. Donc on est constamment en évolution, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et du coup, c'est cette zone qui ressemble à une bananeraie maintenant, dans 5-6 ans, ce sera totalement différent avec d'autres productions. Et donc et c'est le propre de la permaculture, on a un planning comme ça à la fois spatial et temporel, des cultures, comment elles évoluent dans le temps et comment elles vont aller bouger sur différentes parcelles. Et donc ça permet vraiment de maximiser l'espace et d'avoir un des principes de la permaculture, je ne vais rien vous apprendre, c'est de maximiser les rendements dans le plus petit espace possible.
Donc là, nous, on n'a pas tellement de problèmes de place, mais en revanche, on est une ferme de production, donc on a besoin quand même d'avoir des rendements assez élevés pour pouvoir ne serait-ce que payer nos charges et continuer à survivre. Donc on recherche vraiment ce mélange d'espèces et aussi les apports bénéfiques que peuvent avoir ces différentes espèces entre elles. C'est-à-dire que cultiver la même chose tout le temps sur la même zone, c'est attirer les insectes, les maladies, etc. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quand tu imagines que tu fasses une culture de tomates qui arrête de donner au bout de 3 mois, tu replantes de la tomate, les insectes ils sont déjà là à l'attendre. Merci. Ah oui, Donc, il faut te tromper d'ennemis. ouais, exactement. Si tu passes avec une culture par exemple de salade derrière, le parasite de la tomate il n'est pas du tout adapté à la salade. Ah, C'est souvent des parasites qui sont très spécifiques de telle ou telle espèce. Et d'accord. donc il ne va pas toucher à la salade. D'accord. Ce qui te permet là aussi de gérer De des façon problèmes de intelligente et, mortalité. voilà, et sans insecticides. de façon intelligente, mais ça demande beaucoup de planification. Ah oui, Beaucoup. Parce que effectivement, il faut gérer les différentes cultures. Quand tu es en production et que tu as des clients qui te disent moi j'ai besoin de tant de kilos de tomates ou de têtes de salade par mois, tu es obligé de prévoir à l'avance tes productions et donc de jouer avec ça. Et ça fait des tableaux Excel très compliqués. Mais bon, c'est gérable. Tout ça, c'est des mouches de fruits. oui. Les mouches de fruits, ce qu'elles font, c'est qu'elles piquent, notamment les tomates ou les autres fruits. Donc on met ici un petit coton avec des phéromones qui vont attirer les mâles. Mhm. Et les mouches rentrent dedans et puis elles se noient dans de l'eau savonneuse. Donc là, c'est voilà. Et c'est quoi les phéromones en espèces? Comment vous Les faites phéromones, on les commande. C'est des produits qui sont des phéromones de synthèse, quoi. Ah d'accord. Donc on n'utilise pas de produits Pour chimiques. attirer les- juste pour les attirer les mâles. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de mâles, donc le cycle de reproduction s'interrompt. Ah, Et du coup, on a moins de problèmes de pic sur les tomates.
d'avoir la protection française, c'est pas mal. Par exemple, pour assurer la surveillance de la zone économique exclusive. Actuellement, malheureusement, la France n'a plus les moyens militaires de le faire. Pour également, normalement, le rôle de l'État en France devrait être d'assurer le niveau de vie des Polynésiens. Nous, tout ce qui est à forte valeur ajoutée, alors ça c'est celui le plus à forte valeur ajoutée, ça vaut 30 000 fois le prix de l'or. Mais tout ce qui est à forte valeur ajoutée, on veut le développer pour pouvoir vendre ces choses-là à l'étranger. Et donc on a beaucoup de choses comme ça, on a de l'or dans nos lagons, dans nos plantes aussi, avec l'ilang-ilang ou le vétiver. Donc il y a plein de filières comme ça qu'on peut développer en travaillant avec la terre et avec la nature. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.